Bien, bonsoir. Merci à la Maison de la Poésie pour cette deuxième soirée consacrée au collectif Inculte, et merci une fois encore à toute l'équipe qui a organisé le colloque qui a lieu diurnement en parallèle à ces deux soirées. Sur le coup de 2h30 du matin, Arnaud Bertina, hier, me faisait remarquer qu'on avait oublié de se présenter hier. Et qu'on n'avait, c'est vrai, pas tellement rappelé ce qu'était Inculte, ni depuis quand ça a existé. Alors Inculte est né en 2004, d'abord sous la forme d'une revue autour de laquelle c'est tout de suite, très vite, constitué un collectif à géométrie variable, mais enfin, finalement, dont le noyau dur est resté relativement constant au cours des 15 années, donc depuis que cette affaire existe. Et en prolongement de la revue et de ses activités, est née une maison d'édition qui, peu à peu, s'est mise à produire des livres en bonne et due forme, à faire des grands formats, enfin quelque chose qui ressemblait à une vraie maison d'édition. Donc maintenant, Inculte est devenu, en plus du collectif, cette maison d'édition. Peut-être que ça valait la peine de le rappeler. Et au bout de ces 15 ans, on nous demande encore quand même pourquoi on s'appelle Inculte. Alors, à dire vrai, c'était né sur l'intuition d'un d'entre nous, de Jérôme Schmitt, pour ne pas le nommer, qui avait dû avoir cette illumination, j'imagine, en se levant un matin, ou en se couchant peut-être. Et il avait proposé ce nom, donc comme premier nom pour notre revue, et par extension, bien sûr, les membres du collectif sont devenus les Incultes. Alors, dans Inculte, évidemment, il ne faut pas nécessairement voir une sorte d'éloge de l'ignorance. C'est pas exactement ce qu'on met là-dessous. Il y avait surtout, parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, c'est né d'une intuition et c'est un mot qu'on a rempli de sens a posteriori, dans la pratique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça recouvrait surtout quelque chose qui nous importait au plus haut point, qui était de pouvoir circuler à travers différents champs du savoir, différentes formes de discipline aussi, en inculte, c'est-à-dire en non spécialiste, sans être forcément autorisé d'avance ou légitimé par ni une distinction académique, ni forcément autre titre de noblesse qui nous autoriserait à aller vers ces champs-là. Et ce soir, finalement, la soirée va porter un petit peu le prolongement de cette définition-là, cette définition possible du mot inculte, puisque nous allons accueillir 3 invités ressortissants de champs eux-mêmes différents, qui sont des champs avec lesquels Inculte a toujours dialogué de façon plus ou moins claire, de façon plus ou moins visible. Arnaud, tu voulais me compléter sur cette question du chant, je crois. Oh, la transition. Oui, je cherchais un truc mieux, puis je me suis dit qu'en fait, c'était maintenant qu'il fallait que tu enchaînes. Donc... Oui, alors je prends la suite de Mathieu pour dire que l'idée de cette soirée, elle est la suivante. On a maintenant un regard, disons, un peu à distance de ce qu'on a pu faire au sein de la revue ou dans les volumes collectifs qu'on faisait ensemble, puisque le dernier numéro, c'était en 2011. On a eu le temps de réfléchir à ce qu'on a fait et aussi de voir apparaître, en fait, peut-être les angles morts de la revue, de notre travail, c'est-à-dire ce que l'on aurait tout à fait pu explorer, mais qu'on n'a pas exploré de fait. Et donc ça nous semblait intéressant ce soir, en fait, d'essayer de travailler ces angles morts là. Donc en quelque sorte, on fait le numéro 21 de la revue avec à la fois des membres du collectif et puis aussi avec donc 3 personnes qui arrivent de l'extérieur, qui peut-être pour certaines d'entre elles entretiennent avec ce qu'on a essayé de faire des rapports très distants, et puis peut-être d'autres avec des rapports au contraire de grande proximité. C'est ce qu'on va essayer de déplier ce soir. Mais c'était l'idée de dire, voilà, leur pratique poétique ou intellectuelle ou plastique, on aurait pu les aborder, on aurait pu avoir à cœur de les traiter. Il se trouve qu'on ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça dit de nous et surtout aussi, qu'est-ce que ça permet de dire de leur travail donc voilà, c'est pour dire qu'un culte n'est pas mort, un culte continue de travailler. Donc voilà, je passe la parole. Bonsoir.
Alors moi, je suis très heureuse d'inviter ce soir, de recruter pour cette soirée Baptiste Morisot, que je vais vous présenter rapidement avant d'échanger avec lui. Donc Baptiste Morisot est philosophe, il est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Je vais citer ses publications qui racontent aussi ses travaux, ce à quoi il s'intéresse. Donc, pour une théorie de la rencontre, publié en 2016 chez Vrin, puis Les diplomates cohabitaient avec les loups, qui est paru chez Wild Project aussi en 2016 et qui a reçu 2 prix importants, le prix François Sommer et le prix de la Fondation de l'écologie politique. Ensuite, un livre un peu différent, Esthétique de la rencontre, qu'il publie avec Estelle Zong-Bengal. Et puis 2 livres parus dans la collection Pour une nouvelle alliance chez Actes Sud, sur la piste animale en 2018 et il y a 3 jours, Manière au pluriel d'être vivant. Alors, l'œuvre de Baptiste Morisot élabore une pensée du vivant dont l'un des motifs radiants et magnétiques est l'événement de la rencontre et des rencontres entre espèces, des relations interspécifiques, donc entre humains et non humains. Cette réflexion, elle se déploie en philosophie. Vous avez travaillé la question du hasard, mais aussi en esthétique, en histoire de l'art, donc justement avec ce livre Pour une esthétique de la rencontre. Et puis, elle trouve une expression très intense dans des essais tournés vers la pensée écologique, l'écologie politique. Et ce sont des essais qui, à mon sens, échappent finalement aux classifications, au cadastre éditorial classique, qui sont donc ces 2 livres dont je voudrais parler ce soir, sur la piste animale et manière d'être vivant. Et ces 2 livres qui viennent convoquer, au contraire, divers affleurements d'écriture, des textes de diverses natures. Et pour moi, ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait en demandant à Baptiste d'être parmi nous ce soir, c'est de voir justement comment l'élaboration de cette pensée fait appel, dans ses derniers ouvrages, à des nouvelles formes d'écriture. Des écritures qui conduisent, il me semble, à inquiéter, dans un premier temps, la frontière dualiste, en fait, entre une pensée théorique, issue de la bibliothèque, des ressources livresques, une pensée spéculative, on dirait en intérieur, et puis une expérience, une approche philosophique qui implique une expérience de terrain, une pratique de terrain, une expérience physique qui se situe au cœur de la vie sensible et émotionnelle aussi. Et alors c'est ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire cette réflexion, elle vise donc à proposer de nouvelles formes de récits qui, d'eux-mêmes, de fait, viennent troubler, en fait, comme un espèce de mouvement voilà, qui se déplie, la frontière entre les sciences sociales et la littérature. Donc cette nouvelle forme de récit, elle a pris, à mon sens, d'abord la forme d'une piste. Alors là, ça m'a énormément émue, moi, parce que j'ai été très marquée par la lecture du Chant des pistes de Bruce Chatwin, et c'est pour moi une référence importante, à la fois sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan esthétique, et tout l'enjeu de nomination que ce livre voulait décliner. Et donc, vous, d'un pistage, vous faites une narration. Cette narration, elle va convoquer une attention aux traces, aux indices, aux signes, mais également reconfigurer le rapport au temps, à l'espace, à tout ce qui le peuple. Elle va aussi faire advenir ce que vous appelez l'enforestement, le regard enforesté, qui ouvre, il me semble, sur une écriture tout aussi disponible aux sciences du vivant, l'éthologie, la biologie, qu'à la poésie. Et donc d'une écriture qui tirerait sa puissance d'une capacité à devenir transversale, à faire un espèce d'arc qui enjamberait justement cette frontière. Et cet arc proposerait finalement une espèce de
d'accueil, de disponibilité, d'hospitalité infinie à d'autres matériaux. Donc moi, j'ai pensé de fait à une écriture de crête qui déjouerait des assignations à résidence, qui déjouerait surtout les identités autoritaires, mais qui conjuguerait ensemble donc, ces différentes approches, à la fois théoriques et esthétiques. Alors, je voudrais que vous puissiez nous parler de ce pistage philosophique. Donc déjà, peut-être expliquer ce que vous entendez par cette question, par ce mot de pistage. Quand vous narrez le pistage des loups que vous pratiquez sur le plateau de Canjuers, je ne sais pas si on prononce comme ça, celui de l'ours dans le parc du Yellowstone, celui de la panthère du Kyrgyzstan, comment se posent pour vous les enjeux d'écriture, par exemple les enjeux de narration, de description, de vocabulaire, et peut-être pourriez-vous nous dire justement comment vous vous êtes assez sensiblement déplacé dans la langue pour écrire vos textes, puisque de fait, entre la langue des diplomates et peut-être la langue de manière d'être vivant, on observe que voilà, ce ne sont pas les mêmes formes de langage qui sont convoquées. Dans un premier temps. Oui, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être ici. Quand j'étais adolescent, je voulais être écrivain. Et donc, malheureusement, j'ai fait de la philosophie. Et là, donc, je suis là ce soir, c'est une forme de consécration. C'est bon, je peux passer à autre chose. Merci pour votre attention. Mais alors, par contre, si j'essaie de répondre un peu à ta question, donc on en a un petit peu discuté. Je suis très peu réflexif sur spécifiquement les mouvements de l'écriture. Et à certains égards, c'est une décision positive, parce que j'ai besoin de laisser certains motifs qui travaillent dans mes enquêtes à la lisière de mon attention consciente pour ne pas les épuiser. Parce que la formation philosophique, qui amène spontanément à clarifier les concepts par analyse, à savoir exactement ce qu'on dit quand on dit quelque chose, elle court le risque parfois d'assécher certains motifs, comme la question de la rencontre, par exemple, qui en fait irriguent mon travail. C'est une source, et c'est une source que je laisse un petit peu dans la pénombre. En effet, il s'avère que moi, j'ai longtemps cru que la rencontre n'était pas du tout un thème important de mon travail, jusqu'à ce que certains me disent, dont Maëlys, que 2 des titres de mes livres impliquaient le mot rencontre. C'est ce qui m'a fait prendre la mesure de ma cécité à l'égard de à moi-même. Mais ce que je peux essayer de dire sur la... Donc, je dis 2 mots sur le pistage, et ce que j'appelle le pistage philosophique, mais pour atterrir tout de suite dans des pratiques et voir comment l'écriture est prise dans le magma de ces pratiques. Ce sont des pratiques de terrain qui consistent en fait à apprendre, à lire les indices et les signes laissés par d'autres vivants. C'est spontanément des animaux, mais ça peut être des végétaux, des arbres, ça peut être des bactéries, même si c'est un peu plus difficile à pister. Et le principe est relativement simple, et il repose sur l'idée que les formes du vivant révèlent du comportement. Il y a partout du comportement. La forme d'un arbre révèle son histoire de vie, elle révèle les inventions que sa lignée a ingénieusement bricolées pour négocier avec le soleil, le vent, la gravitation. Tout est signifiant au sens où tout dans le vivant est du comportement épisté. C'est prélever des indices visibles pour accéder à ce sens invisible. Déjà. Et plus concrètement, on est dans la boue et on dépiote des excréments de loups pour déterminer leur régime alimentaire. On suit leurs empreintes dans la neige et on essaie de comprendre leur comportement, ce qu'ils ont fait. On essaie de lire les interactions qu'ils ont pu avoir à travers leurs traces. On essaie de saisir la tonalité affective d'un moment de leur existence collective dans la neige. Voilà. Ensuite, finalement, pourquoi est-ce que cette pratique-là a pu avoir des effets sur l'écriture ? Il y a quelque chose qui n'est pas du tout anodin dans le pistage, qui est assez libérateur, c'est que on suit quelqu'un d'autre. On suit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui donne le là. C'est une autre forme de vie qui impose le rythme et qui impose la trajectoire. Et l'enjeu de suivre,
c'est qu'il faut ne pas perdre la trace. Ne pas perdre la trace. Et ce que ça implique, c'est que la question des registres d'écriture, la question des disciplines devient absolument secondaire au regard du problème de ne pas perdre, ne pas perdre. Et la forme que ça peut prendre, c'est, et ça c'est comment dire, c'est quelque chose qui me travaille énormément dans l'écriture, c'est le problème de faire justice. Ne pas perdre la trace, c'est essayer de faire justice au comportement d'un vivant, c'est essayer de faire justice à une expérience. Et au regard de cette question de faire justice, que je suis pas à pas, finalement je ne me pose plus du tout la question est-ce que c'est de la philosophie, ou est-ce que c'est de la littérature, ou est-ce que c'est de la poésie. C'est ce qui me semble nécessaire maintenant pour faire justice. Et à ce titre, je pensais à la phrase de la citation de Vinciane Després dans la préface qui est finalement l'art du pistage, c'est apprendre à ne pas perdre ce que l'on ne possède pas. Et c'est pas mal. Cette phrase est extraordinaire, j'arrive jamais à m'en souvenir. Oui, elle est extraordinaire, absolument. Il est question beaucoup de traduction dans votre travail, dans vos livres. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu, c'est-à-dire de la traduction. Et j'aimerais savoir si, quand vous parlez de traduction, est-ce que vous voulez dire que, voulant contribuer à peut-être l'enrichissement de ce que vous appelez une culture du vivant, voulant contribuer aux échanges interspécifiques entre humains et non-humains, en voulant peut-être les restituer au plus juste, vous percevez en tant que traducteur. Et alors on pourrait parler à ce titre, je lirai un passage après, du chant, de la voix, des cris, des hurlements, enfin de tout évidemment ce qu'il y aurait possiblement à traduire. Et on en a parlé ensemble, et ça découle de votre dernière parole, cette histoire de rendre justice, faire justice. Il y a l'idée du juste, de la justesse, et je me disais, est-ce que par exemple vous vous concevez comme un traducteur donc de pratiques que vous souhaitez restituer, et aussi comme un espèce d'ajusteur, justement ajusteur des enjeux théoriques à des enjeux esthétiques, pratiques et poétiques aussi. Est-ce qu'il s'agit d'ajuster ces différents affects, ces différents grilles aussi, ces différents points de vue ensemble? Est-ce qu'il y a l'idée d'un ajustement, être ajusté? Je dis deux mots sur ajuster parce que il y a quelque chose d'énigmatique a priori pour moi quand tu utilises ce mot, et en même temps je pense qu'il y a une intuition qui est très précise. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, en effet, la justesse, restituer. Je donne un exemple. Pour ne pas rester dans la stratosphère, tendance philosophique dont j'hérite de mon honorable caste. À un moment, je raconte dans le livre à un moment l'expérience d'un hurlement de loup et d'un dialogue avec un loup. Il hurle, je lui réponds, il répond. Et ensuite, je passe, je crois, une quarantaine de pages à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un hurlement qui dure une dizaine de secondes, dont la richesse en termes d'information est relativement pauvre. C'est-à-dire que le loup n'a pas fait des phrases très élaborées, il n'a pas proposé de concepts kantiens ni phénoménologiques. Il n'a pas non plus fait des phrases de Proust. En termes de contenu prédicatif, il n'y a pas grand-chose. Mais l'enjeu, c'est de faire justice à ce qui s'est passé, c'est de faire justice à cet échange en reconnaissant qu'il possède des puissances en partage avec la parole. Mais ce n'est pas celle qu'on croit, et toute la question, c'est de faire de la part des choses. Et faire la part des choses, c'est à nouveau le problème de la justesse. Et quand tu dis ajusteur, ce que j'entends, c'est être animé par la question de la justesse, mais sans dimension morale. Parce que l'ajusteur, c'est un artisan, c'est un problème d'artisanat. Et ça me parle profondément. Je suis animé par la justesse, mais c'est pas, il n'y a pas de dimension morale là-dedans. C'est plutôt un problème de disponibilité ou d'hospitalité et d'artisanat de l'hospitalité pour faire justice à une expérience, et spécifiquement pour moi, faire justice à d'autres formes de vie. Moi, je considère que le sens de mon travail philosophique est assez limité
et qui consiste à essayer de faire justice à d'autres manières d'être vivant, comme je le lis dans le livre, c'est-à-dire à d'autres formes de vie, c'est-à-dire à des loups, à des abeilles, à des forêts anciennes, à des rivières, à des plaines agricoles. C'est un peu le cœur de mon travail. Et ce que ça implique aussi, c'est de la traduction. Alors, la traduction, c'est un motif qui apparaît tardivement dans mon travail, parce que dans tout le livre sur la piste animale, j'essaie de décrire le pistage, et de manière un peu maladroite, je dis pister, c'est lire des signes, c'est lire des phrases. Et de fait, quand on suit de manière continue des traces dans la neige et qu'on restitue du sens, on a vraiment le sentiment qu'il y a une parenté entre les deux pratiques. Vous savez probablement que dans les mythes fondateurs de l'origine de l'écriture idéographique ou idéogrammatique chinoise, revient cette idée que c'est en observant les traces de pas d'un oiseau dans le sable qu'un érudit chinois a inventé l'écriture. Il y a très probablement des parentés assez profondes entre la pratique du pistage, qui a été pratiquée par l'humanité pendant 2 millions d'années, et l'écriture. Et j'ai été un peu, je crois, illusionné par cette proximité. Et donc j'ai écrit tout un livre où je dis le livre pister, c'est lire, et il s'avère que je m'étais trompé. Et donc je commence l'autre livre en disant non, pister, c'est traduire. Et traduire, c'est beaucoup plus intéressant que lire, parce que ça nous met dans une situation très particulière, qui est celle de la difficulté d'accéder au sens d'une forme de vie profondément étrangère, et simultanément de la nécessité de traduire. Ça évoque aussi sur un motif, sur un plan plus politique, la nécessité d'une disponibilité, et en fait finalement d'accueillir en soi, ce qui implique aussi voilà, une espèce d'ouverture, de pratiquer des formes de décloisonnement, cette espèce d'enforestement qui serait aussi en dedans de soi. Je vais lire un passage du livre de Baptiste. Très simplement, je vais pas lire le passage sur les loups qui arrive assez vite dans le livre. C'est un livre qui est composé de 6 récits, de même que sur la piste animale, c'était pareil, c'était 6 pistages. Donc c'est des formes, enfin là c'est des textes qui sont tous à peu près équilibrés, qui fonctionnent comme des novellas anthropologiques, des novellas philosophiques. Donc je voudrais lire ça parce que je trouve que c'est important d'entendre la langue, et pour savoir à quoi aussi on a affaire. Nous sommes au col de la bataille, c'est la fin de l'été, il fait froid. Les vents puissants du nord viennent se fracasser ici contre les vents du sud. C'est un col désolé, resté au paléolithique, traversé par une petite route goudronnée, souvent fermée. Mais ce n'est pas un désert, c'est un haut lieu de la vie aérienne. En effet, c'est par là que beaucoup d'oiseaux, d'espèces innombrables, passent dans leur long voyage migratoire vers l'Afrique. C'est une porte mythique pour basculer de l'autre côté du monde. Nous sommes là pour les dénombrer. Munis d'un compteur manuel de personnes utilisé dans les discothèques et les salles de théâtre, nous cliquons frénétiquement dans une sorte de transe joyeuse pour chaque hirondelle qui passe. Et il en passe des milliers et des dizaines de milliers. Ma compagne en compte 3547 en 3 heures de comptage. Des hirondelles rustiques, de fenêtres, de rochers. Elles arrivent par le nord, en grappe, en essaim, et se tapissent dans la hêtraies sous le col en attente de signes mystérieux pour nous. Elles évaluent le vent, la météo, leur nombre, que sais-je encore. Elles refont leur minuscule réserve de graisse pendant la halte. Et à un instant précis, pour des motifs qui nous échappent, un banc entier d'hirondelles s'engouffre dans une brèche du temps pour passer le col au bon moment, juste au bon moment. Le ciel est constellé d'oiseaux. Une fois passé le mur du vent qui les cueille du sud, elles sont de l'autre côté. Ça y est, une porte est passée, il y en aura d'autres. Plus bas, collés au sol, se joue la migration rampante des passereaux. Ils volettent d'arbre en arbre, imperceptiblement, comme s'ils étaient en balade, mais d'arbre en arbre, ils vont au bout du monde. Certaines mésanges bleues, pour passer sous la vague du vent, traversent à pied la route du col. Il leur faut 1 minute entêtée pour parcourir l'asphalte, sans douter, sans se presser non plus, dans un voyage qui rejoindra le nord de l'Afrique. Comment loger un continent de courage dans 11 grammes de vie? Les rapaces sont là aussi, le balbuzard, roi secret des rivières, qui s'est inventé des pattes puissantes d'ours pêcheurs à partir de ses serres, devenues pure incarnation de l'agir,
une paire d'ailes fondant du ciel bouturé à une paire de mains inépuisables. Les faucons cresserelles et obreaux passent dans la ribambelle, prédateurs en compagnie des proies, comme les lions voyagent avec les gazelles. C'est juste au seuil, dans le long cortège d'un bout à l'autre du globe terrestre, la migration de tout ce qui nous reste des dinosaures, toujours bien vigoureux quand certains, candides, les croient éteints. Ils se sont simplement transformés en moineaux. Il y a dans le cortège des pipites les bergeronnettes, les accenteurs mouchés, les gypaètes géants et les microscopiques serins, les roitelets, les venturons, les ticrodomes et les milans royaux, comme des tribus gauloises pavoisant dans leurs couleurs, chacune avec ses mœurs, son langage, sa fierté, sans égaux, sans miroir, chacun avec ses exigences. Et chacune de ces formes de vie a sa perspective unique sur ce monde partagé, qui maîtrise l'art de lire des signes ignorés de tous les autres. Alors, je voudrais poser une dernière question à Baptiste. Alors, je voulais lui dire que, par ailleurs, si j'étais si heureuse de le présenter, qu'il soit mon invité ce soir, c'est aussi que dans ma pratique d'auteur, je vois moi aussi une homologie, une analogie en tout cas, entre ce que vous appelez l'art du pistage et ce qui serait la fabrique du roman, par exemple, au sens de rencontrer un sujet, observer, restituer, parfois avoir des pratiques de terrain, peut-être aussi traduire, faire advenir, enfin, mobiliser de nouveaux lexiques, de nouveaux glossaires, et en tout cas s'écarter, se déplacer finalement du champ de la littérature vers d'autres champs possibles. Justement, donc, je disais, l'enjeu de cette pratique, est pour moi l'art du pistage littéraire, est un enjeu assez massif de dépossession qui implique l'écriture, à savoir apprendre à ne pas perdre ce qu'on ne possède pas, ou trouver une intimité sans proximité. Et je voudrais vous demander, justement, pour conclure, quelle est justement la place de la littérature dans votre travail, la place de la poésie, justement, enfin, qu'elle soit justement de la prose ou de la poésie. Comment est-ce que ça vient intégrer, rejoindre, rallier justement des motifs, des interrogations? Est-ce que vous allez, vous aussi, chercher dans la littérature? Enfin, le livre, celui-ci s'ouvre avec une citation de Richard Powers, et c'est Alain Damasio qui fait la postface. Et voilà, mais j'aimerais bien comprendre peut-être plus comment, et si d'ailleurs, à votre tour, vous avez, de même que nous, on regarde vers des champs qui sont des champs hétérogènes, ou en tout cas des champs qui ne sont pas à proprement parler le champ littéraire. Est-ce que vous regardez vers la littérature? En fait, je viens profondément de la littérature et j'ai été fait par la littérature. Et ça a été je n'ai lu que ça pendant les premières années de ma formation, et c'est un univers et dans la diversité des traditions romanesques américaines, d'Amérique latine, russe, et des formes de la poésie, des poésies françaises. Quand j'avais 18 ans, je voulais être Borges ou Nabokov, et c'était un peu plus ambigu. Et ensuite, en toute honnêteté, le moment où j'ai commencé à écrire ces choses-là a impliqué un renoncement à lire de la littérature. Je lis très peu de littérature maintenant. Je lis très peu de littérature parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça a à voir avec cet enjeu suivant lequel, pour activer les puissances littéraires, et pour parler spécifiquement de ces formes de vie-là, ça appelle à une sorte d'attention à des savoirs qui sont d'une pauvreté littéraire, je dirais, consternante, à savoir les articles scientifiques, les savoirs scientifiques, dans leur dureté, dans leur puissance de désanimation. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi assez prodigieux, la manière dont les sciences biologiques, par exemple,
que j'utilise beaucoup, simultanément sont absolument nécessaires pour faire justice aux autres formes de vie. Et en même temps, on pétrifie tout ce qu'elles touchent du fait du registre qu'elles ont inventé. Et le paradoxe, c'est que donc je dois lire ça énormément, je dois m'y immerger, mais pour ensuite activer des puissances qui, à mon sens, sont strictement littéraires. Pour le dire assez simplement, la raison pour laquelle ça ressemble à de la littérature, même si je ne suis pas certain de savoir ce que ça veut dire, mais où clairement il y a un chemin depuis la philosophie plus classique vers la littérature, c'est que pour moi, la littérature, c'est ni plus ni moins que la restitution de ce que capte du monde une sensibilité qui n'est pas mutilée, une sensibilité qui est totale, c'est-à-dire qui tisse dans un alliage incandescent toutes les facultés. La sensibilité au sens sensuel, l'imagination la plus débridée, le raisonnement le plus rigoureux, la présence du corps dans ses multiplicités. Et en un sens, les disciplines, pour des raisons historiques qui à certains égards se justifient, c'est comme s'ils avaient choisi de favoriser certains pans de la sensibilité au détriment des autres. Et à mon sens, la littérature se maintient dans ce droit souverain d'activer toutes les formes, toutes les dimensions de la sensibilité humaine. Et donc, c'est ni plus ni moins que l'appareillage dont nous sommes bardés dans sa pluridimensionnalité et qui donne accès à ce qu'il y a de si prodigieux dans l'expérience. Et la littérature c'est, à mon sens, donner le droit de restituer cette sensibilité et de ne pas sacrifier la raison aux passions, la passion aux raisons, l'émotion au raisonnement et autres. Donc c'est en ce sens-là que je pense que ça y ressemble, parce que c'est une fois qu'on récupère toutes ces puissances, on fait de la littérature. Et l'autre raison, c'est que je suis un romancier raté. Et donc, je fais ce que je peux. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Bonsoir. Je suis très, très heureuse d'être ici. Je vous remercie aussi à la Maison de la Poésie et bien sûr aux organisateurs du colloque pour cette invitation. Je suis très contente de vous présenter ce soir le travail de Pauline Delvaux et aussi d'avoir entendu votre intervention et d'y saisir vraiment des résonances, bien sûr sur des champs complètement différents, mais aussi sur des choses qui nous rassemblent un petit peu il me semble, tous dans un culte. C'est cette espèce d'attention en fait, et de tentative de saisir quelque chose du monde, que ce soit du vivant, que ce soit du paysage, que ce soit dans différents registres, mais en tout cas d'en saisir quelque chose avec ce mélange d'attention extrême et parfois de fragilité aussi, parce qu'on sait que tout ça est très fugace, que parfois ça rentre dans un livre, parfois ça rentre dans un travail plastique, et puis parfois ça s'échappe, et on est tous dans cette espèce de tentative, voilà, en tout cas d'attention et d'observation aussi, je crois, de ce qui nous entoure. Donc Pauline Delvaux est plasticienne, donc là artiste plasticienne, donc on va plus être du côté du visuel, même si on va voir qu'il y a aussi beaucoup de liens avec l'écrit. Et le travail de Pauline tourne surtout autour du paysage, autour de beaucoup de façons de le retranscrire. Donc ça peut être dans la cartographie, dans une forme de land art, d'un côté plus documentaire aussi, dans le film, dans des installations, dans des photographies, donc dans différents champs. Et finalement, ce qui nous a rassemblés, Pauline et moi, on s'est rencontrés autour d'une exposition qui a eu lieu en 2016 au musée de La Roche-sur-Yon, qu'on avait organisée avec la directrice de ce musée, autour de la question des zones blanches et du voyage d'exploration. Et donc on voulait réunir des artistes contemporains sur cette question du voyage, mais on cherchait un petit peu un dénominateur commun qui nous sorte de ce champ qui est déjà assez vaste et déjà très exploré. Et on avait eu envie de travailler sur la question de l'expérience d'abord et du récit qu'on en ramène, c'est-à-dire de demander, d'inviter des artistes qui avaient fait une expérience physique réelle du paysage, d'une exploration, qu'elle soit très lointaine. Alors il y avait beaucoup de choses plutôt du côté du nord, vers l'Arctique, mais pas seulement. Il y avait des explorations de proximité aussi, davantage. Mais en tout cas, que ces artistes aient vraiment vécu cette expérience-là
et surtout pour voir qu'est-ce qu'on fait de cette expérience finalement, parce qu'un voyage, c'est toujours un moment qui est par définition coupé du quotidien, coupé de notre réalité, et comment on peut partager ça. Donc on avait choisi ces artistes et ensuite demandé à des auteurs, à des écrivains, d'écrire un texte littéraire à partir de chacune des œuvres de l'expo. Et donc il y avait déjà cette envie de mêler la littérature et les arts plastiques et de voir comment chacun de ces champs finalement pouvait dialoguer ensemble. Voilà, donc Pauline avait fait un travail, plusieurs travaux même exposés dans cette expo qu'on va voir aujourd'hui. Mathieu Larnaudy qui est là avait aussi participé à ce projet. Donc il y avait aussi ce côté collectif qui nous réunit dans un culte. Et voilà, donc je suis très heureuse de vous faire découvrir ce travail qui est vraiment multiforme, qui est extrêmement sensible aussi sur cette question de la saisie du vivant. Et je pense, Pauline, peut-être qu'on peut commencer par parler donc, de Terra Incognita, qui était donc l'une des pièces que tu avais exposées dans cette exposition. Et peut-être de la jeunesse de ce travail, tout simplement, dont on va voir aussi quelques images. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être là et de vous partager un petit morceau de mon travail. Donc cette pièce s'appelle Terra Incognita. Donc là, c'est juste un extrait. Donc, Terra Incognita, c'est une carte du monde, voilà, qui est présentée sur une table tactile. Là, on voit la main qui manipule. Et donc, c'était une installation pensée un peu comme un salon de consultation. Donc, il y avait une table tactile et voilà, des bancs un peu comme sur la forme d'un carré d'équipage avec une imprimante. Et sur cette table, il y avait la carte. Et donc Terra Incognita, c'est une carte du monde où la seule information géographique, graphique qu'on a, c'est la ligne de côte, la ligne qui sépare l'eau de la terre, les lacs, les îles, les fleuves. Il n'y a pas de frontières, de délimitation territoriale, si ce n'est cette limite eau-terre. Et quand on se déplace sur cette carte, il y a des noms de lieux qui apparaissent, donc des toponymes. Donc là, on a par exemple Troué Haut du Ciel, Isthme Grand Calme, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres. Donc pour ce travail, je voulais présenter une carte paysagère en quelque sorte, me servir de ce qui était déjà là, donc les données d'information géographique, et présenter une lecture du monde qui ne soit que une représentation du paysage. Donc par exemple, sur la carte, quand on se déplace, on peut rencontrer le Mont Blanc, la plage de sable fin, la vallée des crocodiles, le mont des merveilles. En fait, tous ces noms de lieux existent vraiment. Donc j'ai récolté le plus grand nombre possible de noms de lieux du monde, donc grâce à des bases de données d'information géographique participatives, et j'ai ensuite tout traduit vers le français avec des traducteurs automatiques. Et par un système de filtre informatique, je ne conserve en fait que les noms de lieux qui peuvent témoigner en quelque sorte du paysage. Donc par exemple, le Mont Blanc est sur la carte, mais pas le Mont Rushmore, parce que le Mont Rushmore ne provoque pas une image, si ce n'est par l'histoire qu'on en a. Donc voilà. L'idée, c'était de se déplacer sur cette carte et que chaque nom de lieu nous provoque une image, où on puisse imaginer à quoi ça ressemble. Donc, je vais montrer des extraits. Donc, on voit pas. Finalement, ça formait presque un récit parce que chaque personne donc, pouvait même. Il y avait un champ lexical, c'est ça une fois qu'on entrait un nom, finalement tous les mots, tous les noms de lieux qui avaient un champ lexical proche s'affichaient, et donc on avait des cartes du monde, si j'ai bien compris le travail, qui suivait le langage plutôt que la topographie. Il y a cette idée-là. Alors, parce qu'il y avait plusieurs façons de naviguer. Donc, il y avait par la gestuelle, on zoomait, dézoomait, et on pouvait cliquer sur les toponymes. Donc, par exemple, si je cliquais sur Mont Blanc, j'étais envoyée à un autre endroit ailleurs dans le monde qui avait un lien avec Blanc, mais je ne savais pas où. Donc on pouvait passer de Mont Blanc à Mont du Givre à Froid, du Froid à Chaud, de Chaud à Désert, de Désert à Chameau, etc. Et à chaque fois, l'ordinateur recalculait des possibilités de déplacement. Donc aucun visiteur n'avait la même expérience et la même histoire qui se racontait sous ses doigts. Et chaque visiteur pouvait imprimer la vue de la carte qu'il avait choisie et continuer le récit chez lui.
C'est à la fois une carte qui est finalement sans histoire, puisque toute l'histoire des mots est gommée, une carte qui serait à même le paysage, vraiment à même cette description du paysage, et en même temps c'est une carte très humaine, puisque ce récit, c'est aussi le récit de la manière dont les hommes vont nommer les lieux. On parlait des explorateurs aussi, et de cette manière qu'ont les hommes d'aller vraiment faire des missions toponymiques pour aller vraiment donner le nom des lieux. Et ça, là-dessus, tu as beaucoup travaillé aussi sur cette question de la traduction et cette question de la toponymie, et comment on nomme finalement, comment on s'acharne à nommer le monde. Oui, j'ai fait plusieurs projets sur la toponymie des lieux. L'exemple parfait, c'est un travail que j'avais fait sur la toponymie des îles Kerguelen, donc les îles australes et antarctiques françaises, où j'étais vraiment intriguée par le choix des toponymes. Donc il y a plein de toponymes différents. Il y a des noms d'écrivains, il y a les noms des rois, il y a des descriptions du paysage, il y a des noms de dieux grecs. Et en fait, c'est une île où, dans les années 70, ils ont décidé de créer la carte officielle de cette île. Donc c'est de remplir les blancs. De remplir les blancs de la carte complètement. Oui, dans les années 70, il y a eu une mission toponymique qui est partie au Kerguelen et dans les îles australes pour... Donc ils ont quand même travaillé sur des bases historiques, parce que même si c'est des îles où il n'y a pas eu d'habitants, il y avait quand même des découvreurs, le chevalier de Kerguelen, il y a eu des Anglais, les baleiniers, les Norvégiens. Donc ils ont quand même récupéré des toponymes qui étaient déjà là avant. Mais ensuite, c'était une carte poème à remplir. Donc il y a une zone où c'est que des instruments scientifiques, donc le mont baromètre, vallée du thermomètre, etc. Après, il y a une zone plutôt avec des aviateurs. Et après, ils ont voulu aussi rendre la cartographie, c'est aussi pour que les habitants en fait, prennent possession du territoire. Donc les habitants des îles Kerguelen, c'est quand même des scientifiques en base ou des militaires qui restent à l'époque maximum 3 ans. Du coup, ils pouvaient marquer, prendre possession du territoire par le langage. Donc il y a un registre qui recense tous les toponymes qui ont été validés ou invalidés. Et donc, par exemple, il y a des endroits qui s'appellent la rivière des Pépins. Donc, il y a une explication à chaque fois. Donc, la rivière des Pépins, c'était des scientifiques qui sont partis en mission, et puis il y a eu un problème, et donc ils ont fait demi-tour. Et donc, il y a comme ça le Val sans retour, le lac de la Botte, parce que c'est expliqué qu'il y en a un qui a perdu sa botte gauche. Et c'était validé, ça pouvait être invalidé par la mission d'après ? Alors, il n'y a eu qu'une seule mission. Et en fait, ils pouvaient déposer une demande de toponyme. Il y a eu un seul toponyme qui a été invalidé, qui est le mont Presse-Citron, parce qu'ils n'ont pas trouvé de lien avec le paysage. Mais il y a quand même des... c'est un peu tiré par les cheveux parfois. Par exemple, il y a un mont Berlioz, et il y a vraiment la citation de la personne qui parle. Il a vu ce mont et il a eu envie d'écouter du Berlioz, et donc ça s'est appelé le mont Berlioz. Et excuse-moi Pauline, mais le registre en question, il est archivé où? Tu y as eu accès comment? Alors il est à la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, et il y avait une copie à la bibliothèque de Beaubourg aussi à un moment. Donc ça s'appelle la toponymie des terres australes antarctiques françaises. Voilà, et donc la personne qui s'est occupée de ça s'appelle Gracie Delépine, qui est spécialiste des... Et donc c'est la seule qui a son nom. Le lac Gracie, c'est la seule personne qui a son nom de son vivant sur l'île. Ils lui ont fait une fleur. Voilà. Et ce projet, donc, il prend la forme de cette tablette tactile, mais il prend diverses formes dont tu vas nous parler, et aussi la forme d'un livre qui s'appelle Malgré les collines, qui a été écrit par Véronique Bellan, mais à partir donc de toutes de cette carte, finalement, de certaines entrées topographiques qui deviennent des chapitres. Et c'est un livre finalement qui peut se lire dans tous les sens. C'est une espèce de recherche d'un livre infini, presque infini en tout cas, puisqu'il y a, je ne sais pas si vous avez su combien de lectures du livre étaient possibles, mais en fait chaque nom de lieu va donner lieu à un chapitre qui va renvoyer à plusieurs possibilités d'autres lieux, et on va voyager comme ça de lieu en lieu, avec donc un livre qui n'a ni début ni fin, qui est complètement circulaire. D'ailleurs, on voit qu'au milieu, il y a cette page rouge qui fait que finalement, on va tout le temps reprendre le livre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ça, peut-être le rapport avec l'atlas aussi, puisque un atlas, c'est déjà lire le monde, et finalement, il me semble que tu es parti de ça pour trouver différentes manières de lire le monde, et aussi pas toutes, mais en tout cas vraiment de multiples manières de penser le livre, que ce soit dans cette tablette tactile où finalement c'est le lecteur, enfin, le spectateur, le regardeur, qui par son geste, par son choix, va créer finalement le voyage dans le langage que la carte propose. Et de la même façon, ce livre, finalement, il est activé
presque comme un objet magique par le lecteur qui va à chaque fois créer sa propre lecture. Pour Terra Incognita, la forme que ça a pris de cette carte tactile, c'était que ce soit quelque chose d'infini en fait. Il y a quelque chose qui m'échappe et du coup les occurrences, le fait qu'on passe d'un mot à l'autre aussi. Et du coup le travail avec Véronique Bellan, ça s'est fait comme ça parce elle est aussi artiste et elle écrit et elle avait suivi toute l'élaboration du projet et elle aime bien travailler à partir d'une matière première. Et donc je lui ai donné les 900 000 toponymes de Terra Incognita et qu'elle a tous lus soigneusement. Et elle en a fait une sélection pour écrire un récit. Chaque toponyme donne lieu à soit une interprétation de ce lieu, soit des choses plus cosmiques, on peut dire. Et du coup, comme c'est un livre dont on est le héros, il y a de nouveau ce truc qui nous échappe, où on ne sait jamais où on va atterrir vraiment. Et donc, il y a ça avait posé la question de la forme du livre, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait vraiment ni un début ni une fin. Donc, finalement, on pourrait commencer par le milieu, par cette ligne rouge. Et à chaque fois, il y a des indications si on veut aller sur le toponyme d'avant ou d'après. Il y a une petite flèche qui dit à gauche, à droite, un peu comme une boussole qui nous orienterait. Vraiment se perdre. Voilà. Ce qui était aussi l'idée de Terra Incognita, de vraiment se perdre dans la carte et dans les mots. Et du coup, Terra Incognita a eu aussi une extension pour tablette tactile, où du coup, les visiteurs pouvaient repartir avec cette carte et continuer chez eux vraiment il n'y avait pas de fin, en fait. Peut-être qu'on peut lire maintenant un petit extrait du livre, ou en tout cas deux... Oui. Non, mais on va vous laisser. 2 entrées, peut-être. 2 choix topographiques possibles. Colline d'arrière-cour. À la tombée du jour, on remarque quelquefois les perspectives se détacher sur un fond de crépuscule. Un paysage récurrent malgré l'amplitude de nos errances et qui hante la vision périphérique au point de nous rendre parfois visite la nuit, en rêve. Serait-ce le signe qu'il faut nécessairement revivre les mêmes scénarios en boucle, avec de légères variations, pour s'assurer d'en avoir saisi les moindres détails? Et là, on va à Montagne, arrêter le silence. Montagne, arrêter le silence. On traverse fréquemment les mêmes lieux, sans pour autant avoir tracé des trajets équivalents vers ces recoins d'espace devenus communs. Comme si, encore une fois, on ne s'était pas suffisamment éloigné de soi. Mais il arrive plus rarement de se retrouver dans l'un de ces endroits récurrents, en s'émerveillant d'y poser les pieds pour la première fois. Est-ce parce que la mémoire nous fuit par tous les pores, ou parce que le cœur parvient soudainement à percevoir ce que les yeux avaient refusé de voir? En ce sens, il est préférable d'avoir des souvenirs de l'avenir ou de pouvoir effacer les marques de l'instant présent. C'est quand on ne sait plus se situer sur la ligne du temps, entre images du passé et projections du futur, qu'il faut s'aventurer dans la baie du point milieu. Alors dans Malgré les collines aussi, Véronique Bellan écrit « Il persiste une certaine confusion entre les choses, les mots qui les désignent et l'image mentale qui naît de leur rencontre. Il suffit d'observer suffisamment longtemps son environnement immédiat pour que tout ait la capacité de devenir magique. » Il me semble que c'est une phrase qui peut assez bien représenter une certaine tendance de ton travail à chercher, à prélever finalement quelque chose du paysage, quelque part presque à l'éplucher, à choisir des choses qui paraissent mêlées et en prélever certaines, le nom, la couleur, la lumière, presque pour pouvoir interroger ce qui nous paraît évident, en prélevant un petit détail. On va peut-être regarder du coup un autre travail qui s'appelle Équinoxe moins 2 minutes, où là c'est sur la lumière que tu te concentres, plus précisément sur la lumière arctique. Et est-ce que finalement la lumière d'un paysage, ça peut se déplacer? Est-ce qu'on peut prélever au paysage sa lumière pour pouvoir l'installer ailleurs et déplacer ce paysage? C'est vraiment la tentative que tu as faite avec ce travail-là qui mêle cette tentative qui paraît impossible, donc il y a quelque chose d'assez poétique aussi dans cette recherche de l'insaisissable de la lumière et qui en même temps est faite de manière très précise, très scientifique presque, et c'est vraiment l'Arctique que tu vas déplacer dans une salle d'exposition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as travaillé? Je travaille beaucoup avec la réduction, l'épure, pour un paysage ou un lieu, un centre d'intérêt.
Et du coup, pour Equinox -2 minutes, j'ai été invitée à faire une exposition dans un FRAC. Du coup, pour une jeune artiste, c'est le début de la consécration. Et donc, j'avais un projet qui me trottait dans la tête depuis des années de ramener quelque chose, recréer un paysage à l'intérieur de la galerie. Et je voulais ramener du coup la lumière d'un paysage. Et donc, le paysage parfait pour ça, c'était l'Arctique, puisque c'est un paysage que je pensais blanc. Et donc, j'allais pouvoir retranscrire la lumière de cet endroit dans la galerie. Et quand je suis arrivée donc sur place, je me suis rendu compte que ce paysage était plutôt bichromique, parce qu'en fait, toutes les ombres deviennent bleu turquoise. Donc, au lieu d'avoir juste de la lumière blanche, on a donc dans cette installation deux caisses qui font de la lumière. Donc, c'est des réseaux de LED, de lampes à incandescence et de tubes fluo qui sont programmés pour rejouer les mêmes 24 heures du 20 mars 2015, qui était le jour d'une éclipse solaire totale qui était visible uniquement dans le Grand Nord. Donc là, on est allé au Svalbard, donc dans l'archipel du Spitsberg. Et on a travaillé de façon assez scientifique. Donc ça, c'est la vue de l'installation. Donc, il y a une simèse et les 2 caisses. Et il y avait aussi du son. Donc ça, c'est l'évolution de la lumière avec l'éclipse. Donc là, c'est comme la façon dont on a travaillé. Donc il y avait un technicien qui m'a accompagné. On avait un thermocolorimètre qui nous permettait d'avoir des relevés d'un blanc parfait et de l'ombre. Donc là, on voit bien sur la photo qu'en fait, l'ombre, en fait, elle est bleue turquoise. Il y a pas tout le paysage est blanc et en nuance de blanc vers le bleu sombre. Du coup, pendant 24 heures, on a pris des données. Donc on l'enregistrait avec un micro et aussi à la main. Et dans l'installation, il y a donc cette bande-son des données qui est à écouter aussi, qui diffuse toutes les 5 minutes ou toutes les 10 secondes quand c'est le moment de l'éclipse. Cette espèce de poésie aussi un peu numérique, donc c'est Y22,3. Voilà. Il y a toute la voix aussi qui s'épuise. Du coup, le matin, quand on commence les relevés, il est 3 heures. Et donc, les émotions avec l'arrivée de l'éclipse, voilà. Il y a tout l'agacement, la fatigue. Tout ça est perceptible de façon sensible. Et donc, cette installation, elle peut durer 24 heures, hein, donc si le musée est ouvert suffisamment longtemps. Et donc, on est invité à s'asseoir dans un canapé, qu'on ne voit pas, pour pouvoir profiter de cette lumière. Donc, j'ai souvent associé cette installation avec une petite bibliothèque où les gens pouvaient consulter des livres et vraiment prendre le temps dans cet espace. Voilà. Ce qu'on retrouve beaucoup dans ton travail, c'est cette grande précision aussi, finalement, assez presque scientifique, même pas presque scientifique, mais complètement scientifique, puisque là, tu utilises ces outils-là. Il y a eu d'autres outils aussi que tu as utilisés pour mesurer la couleur du ciel, par exemple, pour la reproduire. Peut-être tu peux nous montrer aussi ça. En t'inspirant du cyanomètre, donc d'un outil là, du XVIIIe siècle, là, c'est ça, de 2 saussures qui servaient déjà à mesurer la couleur du ciel. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore prélever un morceau du ciel grâce à ces outils-là ? Donc j'ai fait plusieurs projets sur les toponymes, plusieurs projets sur la lumière, et en ce moment je suis en train de terminer ma période bleue. Donc je me suis intéressée il y a quelques années, quand j'étais en résidence sur l'île de Ouessant, à la couleur du ciel, et je suis tombée en faisant des recherches sur cet outil qui s'appelle le cyanomètre, donc qui a été inventé par Horace Bénédicte de Saussure et qui a été servi à mesurer la couleur du ciel. Et donc cet outil a servi pour mesurer pour prouver, en quelque sorte, une hypothèse qu'il avait faite, que plus on montait en altitude, plus le bleu était intense et profond. Et donc de Saussure avait lancé la course au Mont Blanc, avec la récompense qui va avec. Et donc ça n'a pas été le premier, mais ça a été le 2e à monter au sommet, avec ses 30 guides et son lit à baldaquin. Et donc cet outil, où il a mesuré donc, au sommet du Mont Blanc la couleur numéro 39. Voilà. Donc ça, c'est l'archive de cet outil. Alors, est-ce que le ciel a changé depuis de Saussure ? Le ciel a un peu changé, puisque donc, le projet s'est poursuivi. Donc, j'ai reproduit la couleur qu'il avait faite sur des drapeaux. Voilà.
Donc là, c'est les deux artistes. C'est une pièce que j'ai fait en duo avec Sébastien Cabour. Donc nous avons reproduit la couleur que De Saussure avait mesurée en 1787 et nous l'avons confrontée au ciel du Mont Blanc d'aujourd'hui. Donc là, vous n'êtes pas fixé sur le ciel, vous êtes fixé sur la doudoune du McDonald's. Il était tout en bleu, oui. Et du coup, on a fait une nouvelle mesure, c'était en 2018, en septembre. Le fait qu'il soit en bleu, ça peut. Après, c'est impossible de voir la même couleur de toute façon. Oui. Et du coup, on avait travaillé aussi de façon un peu scientifique au début, avec plein d'outils de mesure. Et finalement, on a travaillé exactement de la même façon que De Saussure. Ce qui était plus précis, c'était nos yeux. On a fait nous aussi un nuancier géant sur du textile. On l'a emmené là-haut et on était plusieurs à pouvoir comparer le ciel et cette couleur, pouvoir déterminer une nouvelle couleur que nous avons vue. Donc le ciel était légèrement plus foncé quand nous sommes montés. Mais ça peut être pour plein de raisons différentes. On retrouve beaucoup ça, cette attention vraiment très précise, ce recours aussi donc, à des outils qui sont de l'ordre plutôt des sciences ou à d'autres disciplines qui vont rentrer dans ton travail. Et cette tentative obsessionnelle vraiment de saisie du monde, parce que c'est ça aussi, c'est une forme d'obsession qui va pousser à essayer d'attraper absolument de la lumière, d'attraper, comme tu le disais, des émotions aussi, ce qui se passe pendant qu'on le fait. Est-ce qu'une couleur va être aussi changée peut-être par un moment, par ce qui se passe au moment où on la découvre. Et c'est aussi une attention à la trace, à la question de la disparition. Tu as aussi beaucoup travaillé sur le blanc. Et je pensais à ta pièce Disparition de la couleur, donc qui proposait un panorama depuis le sommet du Mont Blanc, représenté à la manière d'un orographe. Donc c'est encore un outil dont tu vas nous parler, parce que moi je ne savais pas ce qu'était un orographe, personnellement. Mais Arnaud va nous expliquer. Un orographe, c'est un dessin, une représentation qu'on voit souvent sur les tables d'orientation, donc qui est le paysage à 360 degrés et du coup un peu déformé. Donc ça vient d'un outil, donc l'orographe, qui a été inventé par Monsieur Schrader en 1760, je crois. Et du coup, ça lui permettait de faire un tour d'horizon et de pouvoir décrire un paysage de montagne. Et donc, avec Sébastien Cabour, c'est une pièce qu'on a fait ensemble. On était en résidence à Saint-Gervais-les-Bains pour ce projet de la couleur du ciel. Donc, on était hébergés dans le musée des guides. Et donc, il y a un énorme panorama qui a été fait par El Bronner, qui est un panorama depuis le sommet du Mont Blanc. Donc, on a travaillé à partir de celui-ci pour en faire un orographe, mais qui est très épuré de nouveau. En fait, les seuls toponymes, donc à chaque fois il y a des toponymes sur le tour, et les seules montagnes qui sont représentées, ce sont celles qui ont un lien avec le noir, le blanc, le gris, la roche ou les glaciers. Donc ça en fait quelques-uns, et donc ça pouvait être des éléments qui sont à 15 mètres du sommet, comme des éléments qui sont à 50 km, 100 km. Et ce qui nous intéressait, c'est que finalement, quand on arrivait là-haut, tout était très très blanc et noir et gris, tous les volumes et le cheminement qu'on fait est dans ces couleurs-là, avec le ciel qui est bleu, bien sûr. Et du coup, il y avait toute cette science des toponymes et ces choix où il y a beaucoup de noms donc, qui parlent des glaciers, des endroits qui s'appellent blancs et qui aujourd'hui ne sont plus blancs. En fait. C'est ça qui nous a marqué quand on a travaillé là-bas. Donc c'est des toponymes qui sont vraiment qui datent de plusieurs siècles. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore du sens? Est-ce que le mont du glacier blanc pourrait encore s'appeler comme ça aujourd'hui? Est-ce que les noms doivent rester aussi si le paysage change? Voilà, c'était une interrogation. Là, on retrouve cette tension qu'il y a, il me semble, dans ton travail entre à la fois donc cette attention très précise au monde dont on parlait, mais aussi c'est un monde humain, c'est un monde qui est fabriqué finalement par notre perception, donc c'est le paysage, c'est la définition du paysage, c'est la perception aussi humaine qui fabrique le paysage, et tout ton travail, il me semble, est dans cette tension-là entre cette perception humaine qui va fabriquer presque une image mentale des lieux. On pourrait aussi parler, on n'aura pas le temps malheureusement de parler de tout, mais de ton film L'île, qui en fait est un film, une errance sur un bateau qui cherche une île, et finalement ce qu'on cherche c'est plus le fantasme de l'île, c'est plus l'image de l'île que l'île elle-même, de la même manière dans Terra Incognita, où ici finalement tu recrées un paysage à travers le langage, à travers l'imaginaire, tout en ayant cette attention extrêmement précise au lieu.
comme si finalement on échouait toujours à le représenter, mais qu'on pouvait le recréer ou en tout cas en proposer des perceptions différentes selon les travaux. Et finalement, là, ce que vous avez fait, il me semble, c'est aussi recréer un paysage qui n'existe plus. Et c'est vrai, quand on regarde cette carte, c'est effectivement à ça qu'on pense, c'est au fait que le blanc n'est plus présent que dans les toponymes, mais finalement plus dans le paysage. Oui, tout à fait. Oui. Cette attention à la disparition, elle est là aussi dans cette... finalement, le langage, il peut recréer, il peut aussi sauver peut-être des choses qui n'existent plus. Alors, c'est une bonne question. Ça me fait penser au Canada, du coup, où c'est un des rares pays où on peut... Enfin, la toponymie est très, très vivante. En fait, on peut... continuer à proposer des noms, et du coup le paysage et son appropriation par le langage continue à évoluer, et c'est une question qui est assez, moi qui me passionne sur est-ce que les toponymes sont des monuments inaliénables, ou est-ce qu'ils doivent, c'est des choses vivantes en fait, voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, alors, il y a quelque chose qui me fascine vraiment dans ton travail, un écho avec une question que je me pose et une énigme philosophique que tu as résolue en fait. Donc, c'est assez intriguant. Je suis fasciné par cet affect, cette émotion très puissante dans l'histoire de la modernité, qui est l'affect exploratoire, et qui s'est incarné dans les grandes découvertes, dans ces grands voyages, dans ces voyages scientifiques. Et on est quelques-uns à être travaillés par cette émotion. Il y a un très beau livre qui est sorti là-dessus, Terraforma, qui met en scène, qui remet en scène une forme de cosmographie contemporaine. Et moi, je prends le problème sous un autre angle, qui est celui de est-ce qu'on peut, pour le futur, pour le monde qui vient, qui est un monde de l'incertitude, de la désorientation, dans lequel les paysages se transforment sous nos yeux, est-ce qu'on peut réactiver cet affect exploratoire qui a porté l'Occident? Mais l'un des grands enjeux, c'est que cet affect a un côté sombre, a un côté douteux, parce que l'explorateur de la tradition occidentale, c'est l'éclaireur du colonialisme, c'est la tête de pont de l'impérialisme, et c'est le prospecteur de l'extractivisme qui va chercher les ressources. Donc ça fait quand même un imaginaire assez lourd à porter. Et donc la question devient, est-ce qu'on peut sauver cet affect en le débellicisant, en le désimpérialisant, en le démocratisant, en le décolonisant, et est-ce qu'il restera quelque chose à la fin? Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ton travail, il me semble qu'il y a cet affect exploratoire sans toute la part sombre. Et je trouve ça assez fort. Merci. Avec Patrice Bloin, on va basculer dans un autre univers, et en même temps, c'est ce que je me disais et c'est ce qu'on se disait. On avait dit qu'on disait plus en même temps. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, tout à l'heure, c'était assez amusant parce que quand on s'est retrouvé au café, la première chose que Patrice a dite en rencontrant Baptiste, c'est qu'il avait lu son livre et que ce livre t'a passionné en fait. Donc c'est toujours la même chose, c'est que là où on croit voir des contradictions ou des différences radicales, et ben en fait c'est juste qu'on sait mal nommer les choses et qu'il y a des circulations en fait souterraines qu'on n'a pas vues, et donc peut-être elles vont quand même apparaître, ces circulations souterraines. On revient peut-être beaucoup plus clairement du côté du livre, encore que ton dernier livre publié, Les champs de l'audiovisuel, alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la revue et dans les productions du collectif Inculte, on s'est beaucoup intéressé à, disons, à tous les éléments de la pop culture, et c'est-à-dire à une sorte de décloisonnement des sujets, à travailler à la fin de la hiérarchie entre les sujets. C'est-à-dire que la littérature française, elle a très très longtemps fonctionné avec l'idée qu'il y avait des sujets littéraires, qu'il y avait des sujets nobles, qu'il y avait des sujets qui effectivement pouvaient immédiatement faire roman ou faire poème, ce qui n'était pas obligatoirement le cas dans d'autres littératures. Par exemple, la littérature anglo-saxonne n'avait pas le même type de surmoi. Elle pouvait
s'emparer de sujets qui, a priori, n'étaient pas des sujets dits nobles. Donc nous, un culte, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, qui nous a beaucoup motivé quand on travaillait ensemble, cette question-là de l'absence de hiérarchie, d'aller vers des sujets qui pouvaient sembler peu sérieux ou autres. Mais il se trouve que, assez curieusement, autant on pouvait aller par exemple du côté du cinéma et du côté évidemment de la littérature, mais en fait en faisant ça, on restait sur des formes qui étaient déjà validées artistiquement et qui étaient justement déjà nobles en quelque sorte. Et que peut-être un de nos angles morts là-dedans, ça a été la question de la télévision. Et dans les champs de l'audiovisuel, alors ça n'est pas un essai sur la télévision, mais au contraire, c'est un essai sur, disons, les bouleversements de l'audiovisuel en général, les bouleversements du cinéma avec les nouvelles technologies, etc. Et donc quel nouveau rapport à l'image ça crée. Mais tu fais rentrer dans ce champ-là la télévision, qui est justement un médium que tu as pris très au sérieux, enfin, que tu continues de prendre très au sérieux en fait. Et à chaque fois que je t'entends parler de ça, je suis toujours sidéré de voir à quel point c'est pas dans mon champ de vision, quoi. C'est-à-dire à quel point ça n'existe pas et à quel point, résultat, quand je suis devant certaines productions télévisuelles qui t'enthousiasment ou que tu trouves magnifiques et que tu trouves fécondes artistiquement, je suis incapable, moi, de le deviner, ça. Et donc, c'est un peu ça qui va guider notre échange. Là, c'est à quel point je te regarde vraiment tout le temps comme un ovni. Mais je vais essayer à chaque fois d'expliquer pourquoi. Donc là, par exemple, est-ce qu'on peut, avant d'en venir au cœur de notre échange, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce livre, justement, et ton travail de critique de cinéma et d'observateur des différentes formes de l'audiovisuel ? Oui, en fin de compte, par rapport à l'opposition, moi j'ai grandi à une époque où il y avait une opposition cinéma-télévision qui avait été construite de façon très binaire entre le cinéma, la bonne image, et la télévision, la mauvaise image. Et ça m'a toujours paru très con. Et en fin de compte, ce côté binaire-là, hélas, on le retrouve aujourd'hui encore énormément, parce que ce qui est vraiment très bizarre, c'est que c'est des gens qui construisent de façon binaire un lieu de la complexité qui serait le cinéma et un lieu de la bêtise qui serait la télévision ou l'audiovisuel. Et donc, du coup, mon travail, toujours, ça a été plutôt de refuser cette découpe binaire pour dire réintroduisons des degrés, réintroduisons de la diversité, réintroduisons des motifs qui peuvent circuler d'un pan à l'autre, quoi. C'est-à-dire un refus absolu de concevoir ça de façon manichéenne, binaire. Et ça, c'est le sens de mon travail depuis toujours. Et je pense franchement qu'on hérite de tout un substrat philosophique germano-français qui constitue de façon très brutale cette opposition, alors que je pense que si on avait plus grandi avec de la philosophie américaine, par exemple pragmatiste, tu vois, avec Dewey et compagnie, on aurait dit le jardinier, ce qu'il fait, ça a à voir avec la beauté, puis une émission, une sitcom, c'est pas Proust, mais c'est quand même une certaine forme de beauté aussi. Puis au cinéma, il y a une autre forme de beauté, c'est-à-dire une façon vraiment de penser des passages, des degrés entre les différents types d'images. Et pour moi, évidemment, cette question-là, elle est esthétique, elle est fondamentale, elle est de dire que les formes de beauté sont partout. Et aussi, elle est politique au sens où, pour moi, couper des champs d'images, c'est aussi couper des possibilités de passage pour des gens, de passer d'une classe sociale à une autre. Par exemple, si on a grandi avec la télévision, est-ce qu'on est condamné à ne jamais en sortir, ou est-ce que finalement ce qu'on a appris dans la télé, on peut le faire circuler dans le cinéma et vice-versa. Et donc pour moi c'est très important politiquement de faire recirculer les formes. C'est-à-dire pas simplement parce que souvent aussi il y a l'idée de le grand art populaire, ça serait les grandes formes qu'on connaît. Et moi, mon approche, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a de plus moderne, de plus contemporain, par exemple dans le cinéma ou dans l'art contemporain, et comment je peux faire recirculer ça dans le Tour de France, par exemple. Me dire, j'adore Apichatpong Weerasethakul, pour moi, c'est le plus grand cinéaste vivant. Est-ce que ça peut me servir à regarder le Tour de France au mois de juillet ? Est-ce que je peux, justement... un bon ruissellement, pour le coup, essayer de dire voilà, que les formes les plus modernes, les plus contemporaines, les plus fraîches, elles doivent circuler dans tous les degrés d'image et d'art. Ça, c'est vraiment le sens de mon travail. Et vraiment, encore une fois, pour moi, c'est un impératif politique.
Ce que je dis souvent, je ne sais pas ce que c'est un artiste de droite ou de gauche, mais je sais ce que c'est un critique de droite ou de gauche. Pour moi, un critique de gauche, c'est quelqu'un qui dit ça, qui dit précisément le beau est partout, quoi. Il faut le faire circuler, il faut le montrer. Il ne faut pas simplement s'intéresser aux formes nobles, quoi. Il faut s'intéresser à toutes les formes et essayer de montrer de façon très active comment ça circule. À côté de ce travail d'essayiste, donc là on en a cité qu'un, mais il y a aussi des livres sur les images du sport, etc. À côté de ce travail d'essayiste, tu as aussi une identité de romancier. Alors on va essayer de voir de quelle manière cette identité elle est complexe pour toi et de quelle manière tu acceptes ce mot de roman qui je crois te chatouille ou te gratouille pas mal. Là encore, pour décrire à quel point je regarde ton travail de manière un peu sidérée, c'est que disons que j'ai tendance, pour le dire très clairement, quand je te lis, j'ai l'impression, ou quand je t'écoute en parler, j'ai l'impression d'être Anatole France et que toi, tu es Raymond Roussel. C'est-à-dire, c'est à peu près ça la différence. C'est-à-dire que les livres et la façon que tu as d'en parler, de ces 3 premiers romans, tu utilises par exemple le mot de maquette. Alors, dans ces livres, on voit ta passion pour le cinéma, hein, c'est très présent. Par exemple, là, dans celui que j'ai là, Balterne, qui est le second, sont des comédiens qui sont dans une sorte de village de retraite, mais qui sont censés continuer de jouer le rôle qui a marqué leur carrière jusqu'à la fin. Dans Zooclinique, on est dans une ville de l'Europe occidentale et il y a comme ça des figures de films de science-fiction qui surgissent, etc. Donc on voit bien de quelle manière ton activité de cinéphile, elle est complètement indissociable de ton activité d'écriture. Mais est-ce que donc ça fait que, est-ce que c'est ça qui peut-être explique que tu ne sois pas pleinement romancier ou que tu ne veuilles pas te dire pleinement romancier? Oui, puis en fin de compte, ces 3 livres-là chez L'Arbalète, c'est 3 livres où j'avais l'idée que c'était de faire des maquettes. Et c'était un peu alors dans un truc de mauvais esprit en partie, qui est de dire, j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup que vraiment il y avait un gros retour de l'immersion, qu'il fallait être immersif. Et dans ma tête, je me disais, finalement, une maquette, c'est pas plus mal, quoi. En fin de compte, moi, j'ai grandi quand même avec les plus petits livres du monde, quoi, c'est-à-dire avec les Duras, avec les Beckett, ce genre de choses-là. Et donc, avec la culture cinématographique que j'avais, la culture audiovisuelle, je m'étais dit, je peux peut-être faire des récits, mais peut-être qu'il suffit de faire le minimum, quoi, de faire une esquisse. Je vous dis, voilà, Balterne, vous voyez, c'est un village. L'idée, c'est que c'est d'anciens acteurs qui font à la retraite ce qu'ils faisaient à l'écran. Et ça fait une communauté utopique. Vous avez compris l'idée. Et donc ensuite, de faire le minimum, parce que je pense qu'en art ou en dessin, ou par exemple, on peut faire des esquisses ou des choses comme ça. Et là, pour moi, c'était des objets un peu conceptuels aussi, où c'était de dire, je vais tester une hypothèse et je vais faire le minimum narratif pour la vérifier ou pas. Par exemple, dans Balterne, c'était parce que pour moi, il y avait un truc très très beau, c'est qu'en Suisse, à un moment, il y a Douglas Sirk, le grand mélodrame, le grand réalisateur allemand de mélodrame, et Charlie Chaplin, qui tous les deux vivaient à 30 km l'un de l'autre après leur retour d'Hollywood. C'est-à-dire que le grand rêve hollywoodien, il est retombé en Suisse à partir du moment où il y a justement la ruine des studios à Hollywood. Et donc l'idée, c'était mon hypothèse de départ, c'était de dire, est-ce qu'il y a quelque chose de ce rêve qui aurait pu continuer en Suisse ? Et donc, à partir de cette hypothèse-là, tu vois, dans mon idée, c'était de faire le minimum pour voir comment ça pouvait marcher. C'est-à-dire partir des films, des home movies de Chaplin ou des films d'école que fait Sirk à cette époque-là, et puis de dire, finalement, est-ce que ça ne serait pas une sorte de croisement utopique entre le cinéma et la vie, que cette retraite suisse de ces grands cinéastes-là, ce bout de rêve hollywoodien qui retombe. Et donc, voilà, du coup, de mon point de vue, mais je comprends tout à fait que ça ne soit pas satisfaisant pour plein de gens, c'était, posons cette hypothèse-là et je vous fais les grands traits, et vous voyez l'idée, quoi.
Et est-ce que cette idée d'esquisse, de maquette, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une espèce de haine du roman derrière, un petit peu? Non, c'est une question sérieuse. Non, c'est pas une haine du roman, c'est vraiment, je pense, d'abord une question vraiment avec quoi j'ai grandi. Et ça peut être un problème, quoi, mais c'est vrai que j'ai grandi avec plutôt avec les livres les plus petits du monde, quoi, avec je sais pas, les 12 pages de Beckett ou de Duras, ou encore une fois, ou ce genre de choses-là. Et puis, parce que moi, j'aime vraiment bien les objets théorico-narratifs, quoi. Ça a toujours été mon goût. Et c'est vrai que si je pense à mes auteurs favoris, il n'y en a quasiment aucun qui est romancier. Ça peut être des généraux à la retraite, comme César ou La Rochefoucauld, tu vois, ou des poètes, ou des scientifiques. Mais j'adore la littérature plutôt de niche, de gens qui viennent plutôt de soucis théoriques et qui essayent de résoudre le problème en peu de pages. C'est ce qui fait rêver. Et pareil, ma figure tutélaire, par exemple, c'est Walzer avec la crise du roman, quoi. Tu vois, c'est que on peut faire un roman et puis ensuite, est-ce qu'on peut le réduire? Et puis ça devient des nouvelles très courtes. Et puis on écrit au crayon de bois parce qu'on n'arrive plus à écrire à la plume. Et donc, du coup, c'est plutôt ça l'idée, ouais. Alors justement, on en vient à celui de tes livres qui me fascine vraiment beaucoup, parce que tu as utilisé le verbe réduire, donc qui est un livre qui s'appelle Magie industrielle, qui a été publié par les éditions Ilium en 2016. Alors c'est un livre très très étonnant. Pour le coup, c'est une sortie du roman. On n'est plus même pas dans la maquette. On est vraiment dans un autre type d'écriture. On peut dire que grosso modo, ce qui disparaît définitivement, c'est peut-être l'idée de narration, de cadre narratif, et aussi l'idée de personnage, parce que quand même, au bout du compte, on pouvait essayer de trouver des personnages dans tes précédents livres. Et j'ai envie de dire, pour y mettre des étiquettes, on se rapproche plus de la poésie, ou en tout cas de formes d'écriture expérimentale. Et là encore, présence du cinéma très évidente à deux niveaux. La première, c'est donc ton matériau de base pour ce livre, c'est les blockbusters hollywoodiens. Donc là encore, des objets qui sont plutôt méprisés. En tout cas, tu m'en parlais l'autre jour en me disant que la critique de cinéma, par exemple, n'a pas ça dans son viseur, ne regarde pas ça et ne veut pas prendre ça en compte, alors que évidemment, ce sont des films qui sont vus par des millions de personnes et que donc obligatoirement, ça fait quelque chose à nos sensibilités. Et quand bien même nous, on ne les regarderait pas, si ça affecte la sensibilité de nos voisins, là pour le coup, c'est une affaire de vivant, obligatoirement la nôtre aussi s'en trouve changée. Partant de ça, tu en proposes pas ce que tu appelles, parce que tu n'es pas le seul, mais un mash-up. C'est avec toi que j'ai découvert le mot, c'est pareil. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement ta démarche autour de ce livre ? Oui. En fin de compte, la question des blockbusters, elle est liée vraiment à la révolution numérique, au fait que visuellement, il se passe quelque chose que moi je considère comme, et je ne suis pas le seul, mais comme vraiment fondamental. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu la grande révolution photographique où tout d'un coup est apparue l'image documentaire. Et ça, il a fallu un siècle pour qu'on la comprenne, quoi, pour qu'on sache en quoi une image documentaire, c'était pas une image picturale, quoi. Et là, la révolution numérique, c'est la clôture de ce moment-là. C'est que l'image documentaire redevient une image picturale. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une image de captation réaliste à une image fantasmée. Et pour moi, c'est monstrueux. Donc c'est une révolution sur 2 siècles. Barthes disait que c'était une révolution anthropologique, la création de l'image documentaire. L'idée qu'on est en train d'en voir potentiellement la clôture, c'est fou. Et moi, mon admiration pour les blockbusters, c'est que je pense que c'est les seuls qui gèrent ce problème-là tout le temps, que les super-héros, leur super-pouvoir, c'est toujours leur capacité de passer d'une image documentaire à une image fantasmée, c'est-à-dire de passer d'une image à laquelle je crois à une image que je fantasme. Et donc, je suis toujours un peu navré que les critiques disent « ouais, le scénario est pas bon ». Ben oui, mais leur problème, il est plus fort que ça, quoi. Ils sont en train de gérer la fin d'une révolution anthropologique de 2 siècles. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est en train de
de repasser d'une culture de l'image documentaire à une culture de l'image picturale, le triomphe de la peinture de nouveau. Et c'est pour ça qu'évidemment, le plus grand studio aujourd'hui, c'est Marvel, c'est-à-dire une entreprise de dessin et pas une entreprise de cinéma. Donc, pour moi, il y avait quand même ce truc-là, que cette image-là qui basculait d'un régime documentaire, d'indicialité à un régime fantasmatique, onirique, c'était vraiment quelque chose de très fort et qu'il fallait donc ressaisir ça dans ces films-là. Et donc, l'idée de ce livre-là, c'était de dire, globalement, on est d'accord que les blockbusters, c'est très ennuyeux, mais que par moments, il y a des choses qui sont vraiment très, très précieuses à aller chercher. Et vraiment qu'il n'y a que eux qui font ça. Et donc, alors ma métaphore pourrie, je le dis et je le précise, c'était de dire que les blockbusters, pour moi, c'est des pamplemousses. C'est-à-dire que ce n'est pas des oranges, on est d'accord. C'est-à-dire que pour les presser, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, il faut vraiment presser beaucoup de pamplemousse pour avoir un tout petit peu de jus de pamplemousse par rapport, tu vois, aux oranges, ou je ne parle même pas des citrons. Mais on l'a perdu. C'est un énorme pamplemousse qu'il faut bien presser. Et là, vous avez quelques gouttes d'un truc très, très précieux qui est cette bascule numérique, là, tu vois, cette espèce de truc-là. Et donc, ce que j'ai fait pour Magie industrielle, c'est que j'ai revu 50, 60 blockbusters en notant pour moi les moments qui étaient des moments, justement, de bascule du régime documentaire au régime fantasmatique, quoi. C'est-à-dire vraiment les moments où quelque chose de cette magie-là opérait. Et j'ai pris des notes pendant 6 mois et j'ai essayé d'oublier les sources. Et j'ai ensuite condensé toutes ces notes pour en faire des textes, pour avoir une sorte de condensé de blockbuster. C'est-à-dire vraiment juste là où, pour moi, ça fonctionne, c'est-à-dire, encore une fois, là où quelque chose d'essentiel se joue dans ces objets-là. Voilà. Tout à l'heure, quand on préparait ensemble, donc je t'avais demandé, comme aux autres, je t'avais demandé si tu acceptais de lire un passage du livre. Moi, quand j'ai découvert ce livre, au moment de sa parution, j'ai tout de suite été sidéré par une sorte de ton ou de timbre et par je vais dire la beauté tranquille un peu de ce texte. Évidemment, c'est maladroit de dire ça, mais et là tout à l'heure, tu m'apprends que en fait, ce que tu as dans l'oreille quand tu penses à ce livre, quand tu l'écrivais et dans tes désirs de lecture, au contraire, c'est un texte excessivement agité, peut-être une sorte de bombardement de langage et de voix. Et donc tu me disais, non pas exactement ta réticence, mais voilà, qu'il y avait ce frein-là, que ça te limitait dans ton désir de le lire à haute voix. Comme je ne suis pas démocrate, je ne te laisse pas le choix, mais c'était intéressant, je pense, de le dire, c'est-à-dire que là, ce que vous allez entendre, qui est une lecture plutôt monodique, est en fait peut-être presque complètement l'inverse de ce que toi tu avais dans l'oreille au moment de l'écrire, et qui supposerait, si tu voulais bien le rendre, peut-être d'utiliser des pistes, etc. Mais quand même, c'est tout ça pour dire que je trouve le texte encore plus sidérant, parce que j'avais le sentiment qu'il tenait déjà dans cette autre possibilité de lecture. Donc, je m'excuse par avance, parce que oui, c'est vrai que moi j'en ai une lecture dans ma tête complètement hystérique avec 150 voix. Donc je vais essayer de faire la lecture la plus neutre, mais si je suis rattrapé par mes voix, vous m'en excuserez. Vous m'excuserez. Donc, la nuit, j'explose les blocs. Je fends la mer, je l'ai en moi. Je perce les coffres, je perce les murs. J'ai des drilles au bout des bras. Je suis la hache et le marteau. Je suis la plaie et le couteau. Je souffle le chaud et le froid. Je prends appui sur l'air plissé comme sur un trampoline. Je m'élance, je troue l'espace, je ne tiens plus en place. Je traverse toutes les villes, toutes les acropoles. On se lasse, hélas, plus vite des villes que des personnes. À la fin, je rebondis sur des dunes dans le désert. Mon crâne tire sur ma peau, mes veines gonflent. Je dois gérer l'afflux sanguin et le courant électrique. Pour un marsouin de mon âge, j'ai déjà connu pas mal de mues et de mutations. Chaque morceau de ma peau menace de se détacher, de faire sécession. Mon corps est une braise, je suis ravagé, je me soigne, je me recouvre. Je me déplace comme une vague, je traverse les murs.
Depuis que j'ai compris que les murs étaient en papier, je les traverse sans hésiter. Je me retourne comme un parapluie. Je suis réversible. Je change de corps tous les jours. Je le roule en boule, je le lave à la main, je l'étends sur un fil, je le fais claquer au vent, je me jette en avant. La nuit, j'occupe tout l'espace. J'explore les dimensions. Il y a tant de vide partout, tant d'interstices qui m'aspirent comme des toboggans. Il suffit de renverser la gravitation, de retourner l'univers. Tout m'est conduit, tout m'est goulot. J'habite une avalanche, je dévale. Mon corps est une luge, un squeletton. Je suis presque invisible, plutôt gélatineux, comme découpé à la louche dans un flanc transparent. Je suis une supernova. Mes illusions ont grandi avec moi, elles sont meilleures maintenant. Je vous ai déjà raconté comment je me suis fait thermoformer. Je suis court devant et punk derrière, je brûle à l'intérieur, je suis un haut fourneau, mon cœur bave de la lave, je suis ma propre éruption, je produis ma propre matière, du métal en fusion. Impossible de me retenir, de me contrôler, je me déverse dans le réel comme dans un lac. Dès que j'accélère, je laisse des traces de couleurs derrière moi, des filaments fluo, jaune, vert, bleu, des traînées de bave et de célérité. Mon cerveau s'active, il turbine sans cesse, ses rouages déraillent. Ma tête est une montre folle, mon visage est gravé devant, sur la coque. Je m'élève, je suis un élévateur, un porte-charge. Je peux tout porter, tout supporter. J'ai une fille dans les bras, 2 enfants, une famille. Je suis chargé de l'humanité, des animaux même. Je gagne du temps, je passe muraille. Tout engin qui s'approche de moi à grande vitesse, je le renverse. Voiture, camion, cheval, avion. Je le soulève avec une perche ou du bout du bras et le fais basculer au-dessus de ma tête. Ça plane à l'envers un bon moment. C'est très beau quand le machin passe au ralenti. On voit tout sans dessus-dessous. Avant de s'écraser 10 mètres plus loin dans un grand crash. Voilà ce qu'il en coûte de m'approcher. Le message est passé. La nuit, je me bats contre d'anciennes statues, des marbres mutilés réveillés par le pouvoir sacré de la lune. Diane acéphale, aurige manchot. Les statues vivent aussi, et je suis là pour les dresser, les domestiquer, les maintenir noctambules dans l'enclos du musée, afin qu'on puisse les admirer durant le jour comme des chefs-d'œuvre du passé. Je suis un voleur de feu. Sous mon masque, il y a un visage qui est un autre masque. Strapping intégral, chirurgie permanente. Mon visage est un bandage, une compresse, une bande de gaz. J'ai le rouge aux joues. Mes émotions remontent à la surface comme des taches de sang. Je suis une accumulation. Je suis un caméléon amélioré. Je ne reprends pas la couleur seulement, mais la forme aussi, la matière. Je suis en mousse orangée, ou en tube PVC, ou en pylône électrique. Qu'importe le flacon pourvu que j'ai l'ivresse. J'écrase les tanks, je plie les canons, je roule des mécaniques. Je me reboot, je me rebotte, je me reprends. Toujours je me reprends. C'est pour ça que je suis super. Comment pourrait-il avoir ma peau? Je ne suis pas un être humain, je suis une combinaison, un chiffre, une figure, le produit du hasard et de la nécessité. J'ai 7 bras qui découpent tout, je suis un fléau, je suis un scourge, je cours simplement plus vite et je tape plus fort. Mon armure est en téflon, quand on me frappe, je suis un son, mon bouclier est un clairon. Je coupe les bateaux en deux, 2 moitiés s'élèvent, il y a toujours des petits malins pour s'accrocher à la rambarde et profiter de la vue, mais tout finit par s'enfoncer. Qui n'a jamais observé des chevaux morts harnachés au fond de l'océan ne sait pas ce que c'est que l'aventure. Je me quantifie, je me dénombre. Combien de cellules en moi, combien de divisions? Je suis une somme de petits cubes que l'on peut recomposer dans tous les sens. Des porte-containers sont affrétés pour transporter mes unités. Je me répands, je me dépouille. Je suis une meute qui se disperse. Juste une toute dernière question pour terminer. Dernièrement, les éditions Nous ont publié un énorme volume de Jacques Roubaud qui s'appelle Trident. Le trident étant donc une sorte de forme poétique qu'a bricolé Jacques Roubaud et qu'il a trouvé incroyablement féconde. Est-ce que toi, tu as le sentiment, avec cette sorte de technique du mash-up, est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé peut-être
ton langage, alors c'est un peu grossier de dire ça, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ton langage et est-ce que ce que tu as expérimenté là pourrait devenir la matrice d'autres livres? Oui, en termes de... C'est vrai que pour moi, j'avais toujours une angoisse sur la question du style, qui était une sorte de chose qui ne m'intéressait pas tellement, parce que j'avais l'impression que c'était toujours la question de la voix. Et en fin de compte, quand je me suis rendu compte que le style, ça pouvait être une méthode, c'est-à-dire, voilà, tu recopies des notes, tu oublies les sources, tu les compresses, et au final, ça fait des effets de voix, mais sans que ça vienne directement de toi. Alors là, du coup, oui, ça m'intéresse, du coup, comme pratique, le mash-up, ça me paraît une chose intéressante, d'autant plus que, en fin de compte, quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai commencé à lire Elsa Boyer, et pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, je trouve exceptionnel. Et ce qu'elle fait dans la façon dont j'ai l'impression qu'elle écrit à partir des images, ça me fascine complètement et ça m'a un peu conforté dans l'idée qu'en compressant des images, on peut réussir peut-être à produire du texte. Quand elle fait Beast ou Mister, par exemple, quand elle fait dans Beast, publié par POL. Oui, elle crée un président qui est à la fois Obama et Sarkozy, parce que c'est la somme des images qu'elle a compressées, quoi, et ça devient quelque chose, une matière audiovisuelle qu'elle retraite à l'écrit, et je trouve ça assez fantastique. Donc ça m'intéresse dans cette idée-là, que je pense qu'il y a une façon de compresser les images qui donne, je crois, du texte un peu. Ben, merci. Merci à tous les trois. Merci aussi évidemment Maëlys, Arnaud et Hélène. Et puis merci à vous tous.